Résilience, définition. Capacité à surmonter des chocs traumatiques. Ces chocs, on peut toutes et tous être amenés à en vivre à un moment donné. Certains ont connu des épreuves qui ont donné à leur vie un nouvel élan. Des hommes et des femmes, des résilients. Ici, nous allons vous raconter leurs histoires. Vous venez d'entrer chez Page le podcast, l'espace qui fait parler les vraies histoires de résilience. Il était une fois Paige, jeune femme perdue dans une forêt semée d'embûches. Elle y trouve des pages et chaque page correspond à une nouvelle histoire. Mais pour autant, parviendra-t-elle à s'échapper de cette forêt de la résilience ? Paige se réveille enfin. Elle se tient là, au beau milieu de ce qui ressemble de très près à une forêt. Bon sang, elle ne se souvient de rien, si ce n'est d'avoir beaucoup festoyé. Et beaucoup marché, vu l'état de ses pieds. Mais où sont passés ses amis ? La jeune femme regarde autour d'elle, mais elle doit se rendre à l'évidence. Il n'y a personne. Elle scrute l'horizon. Il ne fait pas encore nuit, mais elle parvient à distinguer les environs. Tous les arbres se ressemblent, les sentiers aussi. Paige comprend alors qu'elle est perdue. Elle a envie de crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Quand soudain, elle entend un bruit et elle aperçoit le reflet d'un petit animal. Un écureuil ? Elle ne sait pas, mais d'instinct, elle rassemble ses forces pour le suivre. C'est peine perdue. L'animal lui a déjà échappé. Mais bon sang, où est-elle ? Paige ne connaît pas cette forêt. Elle ne sait pas comment elle a bien pu se retrouver ici. Et que fait-elle à courir de la sorte ? Ce n'est pas le moment de chercher à comprendre. Elle ralentit sa course, mais continue d'avancer. Elle s'arrête de temps à autre et tend l'oreille. Soudain, un frisson. C'est l'orage qui éclate. Paige aperçoit des éclairs le long des arbres. Pétrifiée, elle s'arrête près de l'un d'eux. Mais le déluge ne dure pas. Elle reprend sa route. Et aperçoit alors comme un faisceau de lumière. Une hallucination ? Elle semble pourtant bien réelle, ces lucioles de lumière qui se répandent au sol et tracent bel et bien un chemin. Dans un autre contexte, moins anxiogène, Paige s'en amuserait. Mais pas là. Aveuglée, elle le suit sans réfléchir et entend bientôt le clapotis de l'eau. Un ruisseau, lui aussi éclairé. À bout de force, Paige s'assoit au bord du ruisseau. Quand soudain, elle aperçoit quelque chose sur le sol, tout près d'elle. Paige se rapproche. C'est une feuille. On dirait même une page, la page d'un livre, comme si elle avait été arrachée. Paige attrape la page et lit ce qui est écrit dessus. Les mots suivants s'éclairent. L'hyperémésis vécue par la résiliente Solène durant sa grossesse. Place maintenant à cette première page l'histoire de Solène. Je m'appelle Solène, j'habite à Istanbul en Turquie, mais je suis française d'origine et ça fait une dizaine d'années maintenant que je suis expatriée. Je pense que la résilience pour moi, c'est la capacité à rebondir et peut-être même à transformer quelque chose de négatif en positif ou avoir des solutions là où d'autres ne verraient que des problèmes. Ça fait écho effectivement à un épisode de ma vie qui s'est passé il y a quelques années maintenant, en 2019. J'ai été affectée par une pathologie, une maladie qui m'est tombée dessus à un moment où je ne m'y attendais pas du tout et où effectivement j'ai composé avec cette épreuve-là et même y trouver une opportunité. Donc en fait, ça s'est passé pendant ma grossesse, ma première grossesse. Donc c'était juste après notre mariage avec mon mari. On s'est mariés en décembre 2018 et on avait depuis un bout de temps l'idée de fonder une famille de toute façon et il s'est trouvé que
tout de suite après notre mariage, je suis tombée enceinte hyper rapidement. Donc c'était très très joyeux. On en avait envie, en même temps on ne s'attendait pas à ce que ce soit si rapide. Donc c'était ouais, la petite onde de choc au moment de se rendre compte de ce qui nous attendait, donc de l'appréhension puis beaucoup de joie aussi. Et très vite, j'ai eu les premiers signes de grossesse, donc des nausées, quelques vomissements, comme on peut lire un peu partout dans les livres, quoi. Donc, sur le coup, je l'ai plutôt bien pris. Je me souviens que c'était comme des preuves tangibles d'être enceinte, parce que quand on est en tout début de grossesse, on n'a pas encore de ventre. On a voilà fait un test, peut-être vu un médecin, mais il n'y a pas encore les échographies, on voit à quoi ça ressemble, il y a pas tout ce côté concret, donc ça, on se raccroche en fait à ces petits signes et on se dit que ça veut dire que la grossesse continue et on croise les doigts pour que ça se passe bien. Mais très vite, j'ai trouvé ça vraiment très pesant, les nausées, parce que c'était pas du tout uniquement le matin, parce qu'on appelle ça des nausées matinales, mais moi j'avais la nausée toute la journée. Et je vomissais vraiment beaucoup, enfin, à mes yeux. Quand je dis beaucoup, c'est j'arrivais pas à garder en fait d'aliments, quoi. Donc c'était 3, 5, 10 fois par jour et c'était épuisant parce que quand on mange pas, on est faible. En plus, on est enceinte, donc on est fatigué, on est faible. Et puis, ça fait peur de se dire combien de calories j'ai réussi à garder. Est-ce que la demi-banane que j'ai mangée, entre ce que j'ai mangé et ce que je vois dans les toilettes, est-ce qu'il en reste pas un tout petit peu quand même pour le bébé? Enfin, donc, bref, il y avait quand même pas mal de questions. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches en ligne. J'ai essayé tous les trucs et astuces qui étaient listés dans les blogs et autres émissions de télé, La Maison des maternelles notamment, qui était mon émission favorite au moment de ma grossesse. Bref, et donc tout le monde avait l'air de dire que c'était normal et que ça durait uniquement le premier trimestre de la grossesse et que même mon médecin d'ailleurs me disait en gros de prendre mon mal en patience, de boire un jus de citron le matin et de manger du gingembre pour faire passer, mais moi ça fonctionnait vraiment pas. Mais donc voilà, je comptais les jours ou les semaines plutôt jusqu'à la fameuse 12e semaine qui est censée démarrer le deuxième trimestre de grossesse et donc faire passer ces mots-là. Seulement, 12e semaine, toujours pas d'accalmie. 13e semaine, ça continue. 14e semaine, toujours pas de signe de ralentissement. Voire même, c'était plutôt, ça empirait parce que j'arrivais même plus à boire de l'eau. Et en fait, j'ai perdu pas mal de poids aussi. Alors qu'on a peur quand on est une femme de se dire, oh là là, les kilos de grossesse, combien je vais prendre. Et en fait, moi, c'était vraiment l'inverse. Je suis tombée à 54 kilos alors que je fais à environ 60-62 kilos en temps normal. Donc, c'était que 5-6 kilos. C'est pas, enfin voilà, en tant que tel, c'est pas énorme, mais par rapport enfin voilà, par rapport à, enfin la proportion dans mon poids normal, c'était quand même beaucoup. C'est là en fait où mon médecin a commencé à s'inquiéter. On a fait des analyses de sang et effectivement j'étais déshydratée et on voyait en fait aux analyses que c'était ça commençait à devenir mauvais pour la santé et préoccupant aussi pour le bébé. Donc, à partir du moment où mon médecin a commencé à s'inquiéter, donc c'était la 16e semaine, donc c'est à peu près 4 mois de grossesse. Et donc, j'ai eu une première hospitalisation où j'ai été mise sous perfusion, en fait, pour me réhydrater et aussi pour essayer des médicaments parce que tout ce que j'essayais par voie orale, en fait, je le vomissais, donc ça marchait pas forcément. Et puis voilà, pendant les quelques semaines qui ont suivi, de la 16e à la 20e semaine, donc 4-5 mois de grossesse, j'ai eu plusieurs hospitalisations, on a essayé plusieurs médicaments jusqu'à en trouver un qui marche bien. Et j'ai de la chance parce qu'il il est assez décrié, il est très peu donné en France notamment. Donc là,
Je me suis rendu compte d'avoir, je me suis sentie chanceuse d'être à l'étranger dans un pays qui est peut-être moins regardant que la France sur ce médicament et où du coup j'ai pu y avoir accès et c'était vraiment génial. C'était le jour et la nuit. J'ai arrêté de vomir. Bon, j'avais toujours la nausée toute la journée, mais au moins je pouvais manger, reprendre des forces. Enfin, moins souffrir parce que à force de vomir, l'œsophage il est endommagé. On peut avoir des saignements des voies orales. Ouais, parce qu'en fait, donc vomir c'est mauvais pour la santé parce que ça peut créer plein de d'autres à côté, on va dire. Donc que ce soit au niveau de l'œsophage qui est abîmé, de saignement des voies orales. Et dans mon cas, à force de vomir et de pousser, en fait, mes yeux, enfin, ça fait une pression sur la cornée. Et dans mon cas, donc, j'ai perdu un point de vision. Donc, bref, c'était vraiment difficile, d'autant plus que quelque part, comme c'est un mot de la grossesse qui est un peu connu, ça fait partie des clichés quand on est enceinte, on vomit. Parfois, c'est un petit peu minimisé dans l'inconscient collectif. Et moi-même, au départ, je me suis pas spécialement inquiétée. Mais à la longue, c'est vraiment fatigant puisque c'est comme avoir une gastro, mais qui ne dure pas une semaine, qui dure 20 semaines. Enfin, c'est 4 mois d'affilée. Donc ça, c'était pour les aspects physiques. Et après, l'autre difficulté pour moi, c'est que donc je suis entrepreneur à mon compte. Ça faisait 4-5 ans que j'avais mon entreprise quand je suis tombée enceinte. C'était d'autant plus frustrant en fait de pas être en pleine capacité. J'ai dû beaucoup, beaucoup réduire mon activité. Donc, en gros, j'arrivais plus à travailler que 2 ou 3 heures par jour, les jours où j'arrivais à travailler. Donc, j'ai dû mettre fin à plusieurs projets, à plusieurs collaborations. À l'époque, j'avais 2 activités. En fait, j'avais mon activité principale et une autre entreprise que j'avais cofondée avec une Canadienne. Du coup, on a trouvé à ce moment-là par hasard un repreneur potentiel et du coup, on a vendu l'entreprise. Moi, ça m'arrangeait bien parce que de toute façon, je me sentais plus d'avoir autant de responsabilités. Du coup, j'ai arrêté de prendre des nouveaux prospects et j'ai vraiment gardé uniquement le minimum, à savoir la petite dizaine de clients que je suivais à cette époque-là. Mais c'était difficile psychologiquement parce que je m'étais préparée en fait à être enceinte et à devoir m'arrêter une fois bébé arrivé. Donc j'avais tout fait mes calculs pour pouvoir prendre mes 3 mois, continuer à me payer un salaire, etc. Et là, tout volait en éclats puisque tout ce que j'avais préparé, calculé dans ma tête, fait mon petit business plan là avant la grossesse, ne collait plus puisque j'étais pas du tout en capacité de continuer à travailler, en tout cas comme ce que j'avais l'habitude de faire. Mon mari, il a été d'un grand soutien. De toute façon, lui, il a très vite vu à quel point c'était horrible en fait de vivre ça. Et puis les vomissements qui réveillent à 6 heures du matin, lui, il est dans la chambre à côté, donc ça le réveillait aussi. Enfin, donc quelque part, lui, c'est celui qui s'est le plus rendu compte de l'impact que ça avait et de l'amplitude que ça avait. Après, la particularité, c'est que comme je suis expatriée et qu'il y a du coup une distance entre ma famille et mes amis et moi, je suis quelqu'un d'assez positif et j'avais pas envie non plus de me plaindre, de me dire ah là là mais c'est horrible, j'en peux plus, etc. Au contraire, moi, les conversations avec mes amis, ma famille, c'était un peu un petit vent de fraîcheur dans ma journée, le moment de faire autre chose que de penser à mon corps et à mes vomissements et à manger et combien est-ce que j'ai réussi à boire aujourd'hui, etc. Donc, j'ai voulu à la fois les préserver et me préserver. J'en ai pas forcément. Alors, j'étais transparente quand on me disait comment ça se passe la grossesse. Voilà, je disais que c'était difficile parce que je vomissais beaucoup, mais j'en ai pas non plus fait des tonnes et on s'est pas spécialement inquiété pour moi. Je pense que c'est plutôt à partir
des hospitalisations où là, bah voilà, quand on est perfusé. En fait, voilà, c'est au moment effectivement de faire la prise de sang et de se rendre compte qu'il y avait des vrais dommages que là, du coup, effectivement, on m'a parlé de cette pathologie qui s'appelle donc l'hyperémésis gravidique. Mais quelque part, je le savais déjà parce que j'avais fait des tonnes de recherches sur Internet. J'étais tombée plusieurs fois sur cette pathologie et je me reconnaissais vraiment dans le descriptif. Et je savais qu'à partir de 5% de son poids, quand on perd plus de 5% de son poids à cause des vomissements, en général, on est diagnostiqué hyperémésis. Mais c'est une maladie ou une pathologie qui est assez peu reconnue, comme pas mal de pathologies qui n'affectent que les femmes. Et pendant très longtemps, on a considéré que c'était dans la tête et que c'était peut-être même psychologique, et qu'en gros, il fallait prendre sur soi et arrêter de faire les chochottes. Donc, donc moi, j'ai eu la chance, mon médecin n'a pas vu tout de suite la gravité. Hein. On a quand même attendu 16 semaines pour avoir un traitement. Donc, à, voilà, a posteriori, je me dis qu'il aurait pu s'inquiéter un peu plus tôt et que peut-être j'aurais pas perdu autant de poids et que ça aurait peut-être pas été aussi difficile. D'ailleurs, si un jour j'ai une autre grossesse, très clairement, je demanderai à être traitée dès les premiers symptômes, quoi, ne pas revivre tout ça. Mais j'ai aussi fait partie de groupes de soutien sur Facebook notamment. Donc, il y a des groupes pour les femmes qui ont cette pathologie et qui, notamment en France, galèrent à trouver des médecins qui acceptent de traiter et qui acceptent de diagnostiquer et qui, en plus de vivre tout ça, doivent voilà, vivre les galères de pas être cru en cabinet, de devoir défendre leur bout de gras en disant mais si, c'est vraiment horrible, je n'en peux vraiment plus, faites quelque chose. Moralement, le plus difficile pour moi, c'était de pas pouvoir travailler parce que j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, j'adore mon activité. En plus, je suis entrepreneur, donc tout est vraiment sur mes épaules. Même si à l'époque déjà j'avais quelques membres d'équipe et des freelances avec qui je travaille, l'activité reste portée par moi seule. Et donc, c'était très difficile de pas pouvoir continuer certains projets, de mettre fin à certaines collaborations. Psychologiquement, c'était difficile. Après, j'aurais pu aussi me dire, bon, bah voilà, foutu pour foutu, je m'arrête complètement. Mais les séances avec mes clientes, en fait, c'était des espèces de respiration dans ma semaine. Et le fait de continuer à travailler bon an, mal an, quand même un petit peu, je pense que ça m'a aidé à tenir. Je pense que si j'avais dû tout arrêter, ou par exemple si j'avais été salariée et qu'on m'avait dit bon bah madame restez chez vous, vous reviendrez quand ça ira mieux, ça aurait été d'autant plus dur, je pense. Donc je me raccrochais comme ça aux petites bribes. Donc j'étais contente de pouvoir continuer quelques projets clients. Et en même temps, j'étais vraiment déçue de pas pouvoir continuer à faire progresser mon entreprise, mon activité. J'étais très frustrée en fait. Pas déçue, mais vraiment frustrée de me dire là là, une année pour rien quoi. Enfin, ça veut dire que en gros, ça met un vrai frein à mon activité. Or moi, c'était la grande peur d'avoir un enfant. C'était que c'était que ça diminue ma capacité à être ambitieuse professionnellement. Et donc, c'était très difficile à vivre de voir ma plus grande peur se concrétiser avant même que l'enfant ne soit là. Donc ça, c'était difficile à vivre. Et c'est en fait finalement à ce moment-là que je me suis tournée vers un projet qui, disons que j'avais dans les tiroirs depuis un bout de temps, une envie qui m'avait effleuré l'esprit plusieurs fois,
qui était donc d'écrire un livre sur mon activité et sur ma vie professionnelle, un livre qui serait adressé à ma communauté, à mes clients, à mes prospects, etc. Et je me suis rendu compte finalement que dans ce très grand ralentissement, ça me créait l'espace et le temps que je me plaignais de ne pas avoir pour potentiellement concrétiser ce projet. L'avantage étant qu'un livre peut être écrit au fin fond de son lit avec des cernes jusqu'au milieu des joues et en faisant des allers-retours aux toilettes pour faire un petit vomito. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être finalement le cadeau mal emballé de l'univers ou je sais pas, la chose positive à trouver de la situation, d'avoir voilà, beaucoup plus d'espace et de temps pour écrire et pour concrétiser ce projet qui me reconnectait à mon ambition professionnelle de contribuer, d'avoir un impact. Et aussi me permettait de me dire que cette année-là, certes, ce serait une année avec moins de clients, moins de projets, mais avec ce projet un peu plus long terme et d'autant plus ambitieux qu'est l'écriture d'un livre. Je ne sais pas si ce projet aurait pu avoir le jour sans cet énorme ralentissement que j'ai vécu, parce que, encore une fois, ça faisait des années que j'y pensais, que je gardais ça au fond d'un tiroir, mais où je me disais c'est pas le bon moment, ou j'ai pas le temps, ou quand j'aurai plus d'expérience, plus d'expertise, quand j'aurai atteint tel ou tel niveau de développement. Et finalement, à force de se donner des excuses, on s'y met jamais. Puis il n'y a pas d'urgence à écrire un livre quelque part. Il y a pas de deadline, quoi. Ce que ça m'a apporté de positif d'écrire ce livre, c'est à très court terme, au moment de l'écrire, de mieux vivre ma situation et la pathologie qui m'affectait. En du coup me raccrochant à ça, en faisant un travail intellectuel qui me sortait de mon corps et qui était compatible avec ma condition physique du moment. A posteriori, c'est vraiment du coup aussi une des voilà, le fameux cadeau mal emballé de l'univers, ou en tout cas l'opportunité que j'ai pu saisir dans ce moment. Et il faut savoir que l'année suivante, encore une fois, la pathologie et ma grossesse a eu lieu en 2019, et l'année suivante, quand j'ai repris mon activité à plein régime, c'est donc début 2020, et très rapidement, au mois de mars, on a tous connu le confinement, la Covid et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, c'est un moment que j'ai pas du tout mal vécu. Au contraire, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu très peur pour leurs activités, ou même des salariés, enfin toutes les entreprises, tout le tissu économique, c'est un peu crispé en se disant mais qu'est-ce qui va se passer? Mon Dieu, c'est horrible, changement radical et danger. Et moi, comme je venais de vivre en fait cette période de rebondissement ou de résilience, pour dire le mot, je me suis tout de suite dit, c'est sûr qu'il y a un cadeau mal emballé, c'est sûr qu'il y a une opportunité à saisir. Il y a des belles choses qui peuvent se créer à travers cette période, certes difficile sur le moment, et peut-être que c'est l'occasion d'être créatif. Et ça, j'ai pu le transmettre à mes équipes, aux personnes avec qui je travaille, aux clients que j'accompagne. Et du coup, je pense que le fait d'avoir réussi à écrire un livre dans une période hyper difficile, c'est comme si j'avais maintenant ma cape de super-héros, et qu'en cas en cas de problème, paf, j'ai cette nouvelle conviction en fait qui est en moi et qui me fait dire que chaque moment difficile peut aussi donner lieu donner l'impulsion à des créations qu'on n'aurait pas forcément osé s'autoriser à mettre en œuvre sans ces périodes de flou. Ça donne du recul et ça permet comme l'adage le dit si bien, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc moi, je me suis sentie renforcée en fait dans ma capacité à rebondir, quelles que soient
les ouragans ou les tempêtes qu'on peut traverser dans sa vie. Et je me trouve plus sereine finalement qu'avant. Où avant, peut-être que j'avais peur des tempêtes ou que j'essayais de trouver les chemins où il y aurait le moins de tempêtes possible. Et aujourd'hui, j'avance en me disant, s'il y a des tempêtes, tant mieux, ce sera l'occasion de faire du tri, d'aller droit au but et de se concentrer sur l'essentiel et d'être créatif. Donc, je pense que c'est ça que ça m'a apporté. Une phrase que je voudrais transmettre, c'est un peu, pour reprendre ce que je viens de dire, c'est que finalement, chaque difficulté, certes sur le coup peut être difficile à vivre, mais peut aussi, si on se creuse un petit peu la tête, être l'occasion de créer des choses qu'on ne se serait pas forcément autorisé à faire par temps clément. Et il y a une citation de Winston Churchill que j'aime beaucoup qui dit: un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Et voilà, j'espère que nous, en tant qu'humanité, on saura être optimiste et voir les opportunités dans les difficultés qu'on traverse ou celles à venir. Paige sent que la page est en train de lui échapper des doigts. Elle a les mains qui tremblent et pense à Solène. Solène, cette jeune femme si forte qui a puisé dans son épreuve de maladie la force de se mettre à l'écriture de son livre. Ce livre, ce projet qu'elle repoussait depuis si longtemps et qu'elle a trouvé la force d'accomplir dans un moment si difficile de sa vie. Une si belle résilience. Paige aimerait elle aussi avoir le courage d'affronter son passé. Elle y pense mais elle ne sait pas. Soudain, elle se rappelle, elle se souvient de ce qui s'est produit ce soir-là. Pour en savoir plus sur le passé de Paige, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines dans le prochain épisode. Et vous découvrirez aussi une nouvelle page et avec elle, une nouvelle histoire de résilience, celle de Philippe.